conversation du week-end. Aujourd'hui, carte blanche. Bonjour et bienvenue sur KTO Radio dans une nouvelle émission Carte Blanche. Nous sommes très heureux aujourd'hui de confier le micro à une nouvelle personnalité qui va nous emmener dans sa vie, dans son parcours, dans ses indignations peut-être, dans ses combats. Aujourd'hui, nous accueillons Claire Fourcade, qui est médecin en soins palliatifs à Narbonne depuis plus de 25 ans. Et qui est également la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Bonjour Claire. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et comme d'habitude, dans Carte Blanche, vous avez appelé 2 personnes pour vous accompagner pendant l'émission, pour dialoguer avec eux. Alors d'abord, je vais vous demander, est-ce que je vous ai bien présenté ? Tout à fait, c'est exactement ça. Peut-être juste un petit mot sur la SFAP, la Société française d'accompagnement et soins palliatifs, qui regroupe donc tous les acteurs de soins palliatifs, 10 000 soignants et 6 000 bénévoles dans toute la France. Merci beaucoup. Alors, à qui avez-vous demandé de venir avec vous ce matin ? Alors, 2 voix et 2 visages de l'accompagnement de la fin de vie et de la réflexion sur les soins palliatifs en France. Emmanuel Hirsch, qui est philosophe, puis qui va, je pense, se présenter, et Jeanne Amouroux, qui est infirmière en soins palliatifs. Merci beaucoup. Vous avez donc carte blanche pour nous emmener avec vous dans votre vie, votre vision du monde. Emmanuel, si tu veux te présenter peut-être ? Je ne me présenterai pas parce que ce n'est pas le plus important, si ce n'est que depuis les années 80, ça fait des années, je suis engagé auprès des gens qui sont investis, non pas dans les soins palliatifs, mais dans les responsabilités qu'une démocratie doit à la personne en situation de vulnérabilité. Et ce ne sont pas uniquement des professionnels de santé, c'est aussi la vie associative, c'est aussi la cité qui est mobilisée. Et donc, moi je suis professeur émérite d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay et je dirige l'éthique d'un grand groupe qui s'appelle EMEIS et qui a à la fois des EHPAD, des cliniques, on accueille des personnes pour un suivi en psychiatrie et puis des centres de rééducation. Donc je suis pas un philosophe spéculatif, je suis un philosophe engagé. Et je remercie Claire de m'associer à cette réflexion. Pour moi, Claire est véritablement, j'allais dire, un phare. Et je remercie le président de la République de cette erreur politique d'avoir voulu faire évoluer la loi à la suite, vous savez, de l'avis 139 du CCNE. Parce que ça a permis de voir une personnalité forte comme Claire représenter le monde des soins palliatifs, qui est un monde très divers, qui est fait de caractère, de personnalité, pas uniquement de professionnels, de militants d'un certain nombre de valeurs. Et elle porte depuis maintenant quelques années, et vraiment avec un talent inouï, ces valeurs qui ne sont pas les valeurs de la fin de vie, c'est les valeurs d'une société qui a envie de dire qu'elle existe par rapport à des principes qui ne se discutent pas. Et j'ai trouvé, et je termine sur cette première approche, que Claire a su trouver la tonalité juste. C'est-à-dire, les soins palliatifs étaient assimilés aux soins de fin de vie. Et donc, il y avait quelque chose d'assez inquiétant quand on abordait la question des soins palliatifs. En fin de compte, elle a su, avec l'équipe de la SFAP et puis tous ces militants sur le terrain qu'on a vu apparaître ces dernières années, parce qu'ils ont osé prendre la parole alors qu'on leur interdisait quasiment de prendre la parole, on a vu qu'on était dans les soins de vie et pas de vie de la personne, d'une société vivante. Donc je suis accablé au moment où on se parle par la perspective de ce qui va se passer au mois de mai. Que notre représentation nationale considère que son urgence politique, c'est de décider de l'euthanasie ou du suicide assisté de personnes en situation de vulnérabilité, est une injure faite à notre démocratie. Dans la mesure où on voit dans quel contexte sociopolitique on se trouve aujourd'hui, pour les personnes malades, atteintes de handicap, la difficulté d'accéder à des soins dignes de ce qu'ils peuvent ou ce qu'elles peuvent attendre, la fragilité aussi des proches, des conjoints. Regardez, lorsque vous voyez les personnes qui accompagnent une personne atteinte de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, et ce sont des sujets qu'Akatou on aborde souvent. Donc pour terminer, c'est une défenseuse des droits de la démocratie, des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Et je lui ai dit il y a quelques jours, après la présidence de la SFAP, que souhaiterais-tu faire ? Alors tu discutais de différentes choses. Moi je te dis, si on avait une femme politique qui s'appelle Claire Fourcade, je vous garantis, j'afficherai ces affiches pour la campagne électorale. C'était important pour moi que vous soyez là tous les deux parce que, Emmanuel, je pense que tu as accompagné des générations
de soignants en particulier dans leur réflexion, et puis plus largement. Et puis en ce moment, tu as rassemblé aussi tout un collectif de gens qui accompagnent les soignants sur cette réflexion autour de l'éthique et de la solidarité. Et je trouve que c'est essentiel. Et puis toi, Jeanne, tu représentes aussi l'avenir. Et ça aussi, je trouve qu'on a l'impression qu'une porte se ferme au mois de mai, parfois, quand on avance, et de se dire que ce qu'on sème aujourd'hui, peut-être ça poussera demain et on ne sait pas comment. Mais je trouve que c'est vraiment important. Donc toi, Jeanne, tu représentes le demain des soins palliatifs, et je trouve que c'était important aussi de montrer que voilà, on vit avec tout ce qui a été semé déjà précédemment, et on se dit qu'on fait aussi pour ceux qui viendront ensuite. C'est vrai. Ouais, et je trouve que, en tout cas, moi, je suis arrivée dans les soins palliatifs, c'est toujours des rencontres. Moi, c'est des rencontres avec des soignants quand j'étais toute jeune infirmière, toute jeune étudiante. Et donc, je suis aussi hyper heureuse de pouvoir discuter avec vous qui m'avez et qui continuez de beaucoup me transmettre. Voilà, c'est quand même une grande joie. Et puis, on grandit beaucoup par tout ce qu'on entend. Et je pense qu'on s'apprend mutuellement beaucoup. Et les soins palliatifs, c'est vraiment un travail d'équipe. Je pense que c'est important pour les auditeurs de savoir que Jeanne a 26 ans, parce que s'ils ne l'entendent pas dans le micro, c'est important de se rendre compte qu'en soins palliatifs, on peut y arriver même quand on est un jeune soignant. Ouais, ça peut attirer. Comment t'es arrivée je crois que tu as eu un peu la même histoire, mais moi, c'était pendant des stages. Vraiment, j'avais 18 ans, je venais d'arriver dans le milieu de l'hôpital, et en fait, j'ai été tout de suite dans un service de médecine où il y avait beaucoup de prise en charge de patients qui étaient atteints de cancer, qui étaient en phase terminale. Et j'ai vu des soignants qui étaient hyper démunis, qui n'avaient pas le temps, qui n'avaient pas la formation, et qui surtout se disaient en fait, on ne peut plus rien faire, et de toute manière, on ne sait pas comment faire. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une équipe mobile de soins palliatifs, donc une équipe extérieure, qui arrivait pour non pas faire à la place de l'équipe du service de médecine, mais justement pour les accompagner et les aiguiller un peu sur comment faire. Et j'ai vu des soignants très différents les uns des autres, et qui, n'avaient pas peur. Donc je me disais, waouh, ils ont l'air très courageux. En fait, je ne sais pas si c'était plus courageux, mais en tout cas, ils étaient formés, et qui avaient surtout plein de choses à proposer. Là où moi, j'entendais, de toute façon, on ne peut plus rien faire. Eux, ils disaient justement, on peut encore tout faire. Et du coup, ça m'intriguait. Je me suis dit, il y a quelque chose à aller découvrir. Et du coup, je suis allée en service de soins palliatifs. Et là, j'ai découvert qu'en fait, il y avait beaucoup à faire. Et que c'était ça qui m'intéressait, qui me donnait envie. C'était d'aller dans un service où, en fait, on peut faire encore beaucoup. Là où la société nous dit, il n'y a plus rien à faire. Ce qui est super quand on écoute Jeanne, c'est que la voix s'est libérée. Et tu vois, je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité à Claire, tu as rendu possible cette voix et tu l'as rendue audible. C'est-à-dire, on a vraiment des millions de Français, puisque j'entends Madame Le Pen ces jours-ci nous parler de ces millions de Français qui votent pour elle. On a des millions de Français qui ont découvert à travers des personnes, des figures, à travers la jeunesse, à travers l'éclat du jour, que les soins palliatifs, c'est un engagement de soins, c'est un engagement de fraternité, c'est une manière d'être et de faire société. Et donc Jeanne, elle incarne vraiment toute cette génération qui nous donne envie, d'une certaine manière. C'est une vraie promesse, c'est-à-dire il n'y aura pas de défaite au mois de mai si par malheur le Parlement considère que le soin palliatif c'est secondaire par rapport à l'euthanasie et par rapport au suicide, et que les derniers devoirs d'une société vis-à-vis d'une personne qui souffre, c'est de l'aider à se suicider ou lui permettre de bénéficier d'euthanasie. Et je trouve que cette force est la force aussi et la vitalité d'une démocratie. C'est pour ça que Jeanne lui a proposé, quand on a créé il y a un an, en mai, il y a un an, le collectif Démocratie, Éthique et Solidarité. On est un groupe maintenant intéressant. On va dans quelques jours rendre public notre avis qui dissèque, j'allais dire, mais d'un point de vue éthique, d'un point de vue politique, la proposition de loi qui va être débattue, puisqu'il y aura 2 propositions de loi qui vont être débattues en mai, une sur les soins palliatifs et puis une autre sur le suicide et l'euthanasie. Et je pense que Jeanne, avec ton intelligence, ta finesse, mais aussi tous les réseaux de personnes qui, dans ta génération, considèrent que l'urgence, c'est pas de s'interroger avec quel mode de minutie on va aider les personnes à mourir, c'est-à-dire qu'on va convertir l'acte de soin en un acte de mort. Et je le dis d'une manière entière. On pourrait y mettre de la nuance, mais on n'est plus dans le temps de la nuance, on est le temps de l'urgence. Et vraiment, pour moi, au même titre que je dis que Claire est une figure emblématique de l'éthique, c'est un peu mon objet, je dirais que toi aussi, Jeanne, tu fais vivre l'éthique, tu l'incarnes, et cette force de résistance constructive, c'est pas je m'oppose à. Et j'avais vraiment une question à vous poser à toutes les deux. Ni l'un ni l'autre, vous n'êtes opposés
à la prise en compte de la souffrance de la personne. D'ailleurs, dans ton livre, dont on va parler, Claire, tu racontes ce qu'est le quotidien. Vous êtes plus que d'autres, plus que les gens qui pérorent et qui nous font des jeux de mots sur la fin de vie, vous êtes vous sur le front. Et vous nous dites que ce que la personne attend, ce que les proches attendent, c'est de la sollicitude, c'est de l'attention, c'est de la bienveillance. Et que dans certaines situations extrêmes, on a la loi de 2016, on a un recours qui est ultime, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc vous nous dites, en fin de compte, que cette évolution législative qui a eu lieu dans d'autres pays, dont on voit aujourd'hui les dérives, n'a pas de raison d'être. Comment vous vous situez aujourd'hui, alors que tout à l'heure, vous allez vous retrouver avec des personnes malades qui vous diront est-ce que vous pouvez m'aider à mourir, c'est-à-dire à m'euthanasier, puisque la loi va le permettre. Comment vous vous situez aujourd'hui dans cette fragilité nouvelle ? Ce qui est sûr, c'est que moi, je pense par rapport à d'autres pays, on a la loi Leonetti, qui est quand même, moi je dis souvent un trésor national, enfin en tout cas dont la subtilité nous permet de tenir cette ligne de crête de l'accompagnement, parce que évidemment on ne pourrait pas faire ces métiers-là si on vivait, si on côtoyait des souffrances qu'on n'apaise pas ou qu'on ne cherche pas à apaiser, ce serait intenable pour nous. Enfin, je veux dire, la seule solution, ce serait la fuite. Ce qu'on a connu, moi c'est ça qui m'a amené aux soins palliatifs, c'est d'avoir vu fuir les médecins parce que on ne pouvait pas rentrer dans la chambre de quelqu'un qui souffrait ou qui était en fin de vie parce qu'on ne savait pas quoi proposer. Et c'est vraiment l'idée qu'on a ce défi que nous, les soignants, on porte en première ligne, mais pour lequel on a besoin d'être porté aussi par l'ensemble de la société. On ne pourrait pas tenir seul et on ne pourra pas tenir seul face à la souffrance. Et donc, c'est vraiment ça qui porte notre quotidien. Et le corpus législatif qui s'est construit progressivement, il nous donne des réponses. Et c'est parce qu'on a cette capacité-là d'accompagner et de dire à tous les patients on ne va pas vous lâcher, on sera là jusqu'au bout, on ne s'enfuira pas. Et avec vous, on va chercher des solutions. Et c'est ce avec vous que je trouve essentiel, parce que rien ne serait possible si on ne faisait pas avec les patients. En ce moment, dans le service, là, on a une patiente atteinte de maladie de Charcot qui, depuis plusieurs semaines, évoque la question d'une sédation profonde à un moment. Alors, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a posé la question parce qu'elle avait vu sur Internet que ça allait prendre des semaines, qu'elle allait souffrir beaucoup, avoir une insuffisance rénale, enfin, toutes ces représentations qui sont parfois véhiculées. Donc, on a commencé par lui expliquer de quoi il était question, qu'est-ce qui était possible pour la rassurer. Et puis ça fait maintenant quelques mois, et là depuis quelques semaines on sent que son état se dégrade et que sa réflexion évolue, mais en même temps ce qui est incroyable, je trouve, c'est l'espace qu'elle donne et que ça donne à sa famille, à ses enfants, venir parler, échanger ensemble et se dire ben voilà, peut-être qu'à un moment j'aurai besoin, mais en tout cas pour le moment j'ai encore plein de choses à faire, j'ai plein de vies à mettre. Et je trouve que voilà, on porte, en tout cas on essaye de porter dans le débat cette idée qu'une société doit accompagner. Moi, je pense que le débat qui nous anime en ce moment, il nous impose de bien définir les enjeux. C'est-à-dire, est-ce que l'État peut répondre à la question de la souffrance ? Est-ce que c'est le rôle de l'État et de la loi de répondre à la question de la souffrance ? Est-ce que la loi peut promettre qu'on va répondre à toute souffrance ? Moi, je pense que si on promet ça, c'est une promesse intenable et que c'est ça qui conduit d'autres pays qui ont fait cette promesse à élargir toujours les critères, parce qu'il reste toujours des souffrances non soulagées. Et je pense que voilà, on a vraiment, enfin pour les députés en tout cas, cette question-là à leur poser. Est-ce que vous pensez que la loi peut répondre à la question de la souffrance ? Et puis je pense aussi pour les gens qui nous écoutent c'est aussi un enjeu pour toute notre société. De quelle société on a envie, dans quelle société on a envie de vivre, quelle place on donne dans notre société à ceux qui sont plus fragiles, à ceux qui sont vulnérables, comment on les accompagne, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire ? Est-ce qu'on a envie de leur dire vous comptez pour nous ? Et parce que vous comptez pour nous, on va tout mettre en œuvre pour vous accompagner ? Ou est-ce qu'on a envie de leur dire que si eux souhaitent mourir, c'est un choix qui les concerne et qui ne nous regarde pas. Moi, je pense que ce choix nous regarde tous et que c'est vraiment important de le dire et qu'il y a là un vrai projet de société. Quelle société on veut ? Et puis après, nous, les soignants, on est en bout de ligne. C'est nous qui allons mettre en œuvre ce que la société va porter. Et donc, on a besoin que la société nous soutienne parce que c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, on a besoin que ce soit une réflexion collective et pas seulement le boulot des soignants. Oui, je te rejoins vraiment, Claire, sur le fait que c'est collectif, que nous, on est plongé en première ligne, on côtoie des personnes gravement malades et la souffrance tous les jours, mais que ce que vous disiez sur Emmanuel, sur le débat, moi je trouve que ce qui est quand même très beau, c'est qu'on a réussi à parler des soins palliatifs. On n'a jamais autant parlé de la fin de vie, des soins palliatifs. On a ouvert le sujet, on a essayé de briser un peu les tabous aussi.
Et effectivement, ça nous porte beaucoup de savoir que c'est pas que nous tout seuls, mais que derrière, il y a beaucoup de monde. La question des bénévoles qui sont présents en unité de soins palliatifs, moi, je trouve ça très fort. C'est vraiment la société qui vient montrer aux malades qu'ils sont pas tout seuls, qu'ils comptent encore pour nous. Quand vous disiez que la souffrance, on ne l'oppose pas, on y est plongé complètement dans la question de la souffrance tous les jours par les malades qu'on côtoie. Et je trouve que ce que tu disais, Claire, sur est-ce que la loi peut répondre à toute souffrance, ce qu'on voit bien, c'est qu'on ne pourra jamais supprimer toute souffrance. Quand vous avez 30 ans et que vous allez mourir, que vous laissez derrière vous des jeunes enfants, des parents, vous êtes forcément triste, c'est forcément difficile de mourir. Et la question, c'est comment on répond à tout ça. Et ben, la réponse qu'on apporte tous les jours, c'est de pouvoir dire qu'on ne les laissera pas tomber, qu'on sera là et qu'on va essayer de vivre le chemin jour par jour, essayer de voir là, maintenant, à l'instant T, de quoi vous avez besoin. Il n'y a pas longtemps, on avait une jeune patiente dans le service, c'était difficile, il y avait des moments qui étaient vraiment de grande souffrance et de grande solitude surtout. Et un matin, on avait du mal à savoir qu'est-ce qu'on pouvait lui proposer pour qu'elle aille mieux. Et ben, je l'ai amenée en dehors de la chambre, on s'est mise dans le couloir et je lui ai fait une manicure. Et on s'est fait je lui ai mis son vernis sur les mains. Ça peut paraître tout petit, ça peut paraître très anecdotique. Et en fait, ce moment-là, c'était un moment de vie plein. Ça l'a permis de sortir un peu de toutes ses pensées, de la souffrance, de la solitude. Et puis après, de repartir dans autre chose, de continuer la journée qu'il avait à vivre. Mais voilà, ça tient aussi dans des toutes petites choses. Et donc, c'est vraiment de quelle manière on veut répondre à la question de la souffrance et de la fin de vie. Merci beaucoup pour ces premiers échanges qui nous ont permis de vous rencontrer tous les trois. On va faire une première pause musicale avec une chanson qui a été choisie par vous, Claire, Ensemble de Grand Corps Malade, et vous m'avez dit que c'était votre hymne. Alors je veux bien savoir pourquoi, avant qu'on l'écoute. Je trouve que les paroles de cette chanson, c'est exactement la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Et donc je dis c'est mon hymne parce que ça fait, depuis que je suis présidente de l'ASFAP, à chaque congrès, on diffuse cette chanson parce que je n'ai pas trouvé de mots plus parlants, je trouve, pour définir notre projet commun. Voilà, moi je crois vraiment qu'ensemble on va plus loin, qu'on est plus fort et que si on pense qu'on peut y arriver tout seul, c'est plus compliqué. Mais quand tu dis ensemble, la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on partage ensemble ? Qu'est-ce qu'on défend ensemble ? C'est pas dur, uniquement on est ensemble. Et parce que c'est vraiment très important dans le combat des soins palliatifs. C'est le vivre ensemble, c'est le vivre avec, c'est qu'est-ce qui nous est commun. Qu'est-ce que nous ne voulons pas abandonner, ce à quoi nous ne sommes pas prêts à renoncer et qui fait démocratie. Et plus que jamais, on le voit dans le contexte politique, national, international, on a envie de partager une cohésion, une cohérence. Et je pense que les soins palliatifs, et c'est vous deux qui le dites, nous éveillent à nos dimensions d'humanité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est comme humain, quel est le sens qu'on donne à la vie, quel est le sens qu'on donne à la vie, y compris quand elle se replie dans le handicap, dans aussi la souffrance et les souffrances existentielles, et quelles sont nos solidarités. C'est pour ça que je trouve le mot « ensemble », il est vraiment fondamental, quoi. Et je doublerai avec cohérence ce que tu as dit. Je trouve que c'est aussi un mot essentiel. C'est-à-dire il faut que pour que ça ait du sens, il faut que ce soit cohérent. Merci beaucoup. Alors on va écouter les mots de Grand Corps Malade dans Ensemble. À tout de suite sur KTO Radio. À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe, comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe, la puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 + 1 = 3.
Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses. Chaque interaction est féconde, explique-leur que l'entraide et le partage c'est l'avenir de l'espèce. Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. Quand j'ai fait ma partie, je peux passer le témoin. Tout seul je résiste, ensemble on craint rien. On progresse, on grandit et putain on rigole bien. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Vous êtes bien sur KTO Radio, vous êtes dans l'émission Carte Blanche. Aujourd'hui, la carte blanche est à Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs et également présidente de la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et Claire a invité aujourd'hui Emmanuel Hirsch, professeur des universités en éthique médicale, et Jeanne Amouroux, infirmière en soins palliatifs à l'unité Jeanne Garnier. Alors Claire, de quoi voulez-vous parler maintenant ? Je pense qu'on a réfléchi ensemble tous les trois dans cette première partie sur la place que notre société peut donner aux plus fragiles et aux plus vulnérables. Et Emmanuel, moi je voulais te poser la question, qu'est-ce qui t'a amené, parce que d'abord je sais que tu as eu plusieurs vies avant d'être philosophe, et qu'est-ce qui t'a amené à te pencher sur ces questions-là, parce que c'est pas un champ très habituel de la philosophie. C'est presque une philosophie une réflexion sur la faiblesse et la fragilité, alors que parfois on peut imaginer la philosophie plutôt comme une force, ou comme une pensée pour des forts. Peut-être ça. J'aimerais bien en tout cas que tu nous dises. D'abord, je suis pas philosophe, même si j'ai fait des études de philosophie. Et les philosophes, je les vois sur le terrain. Et je les vois y compris chez les personnes qui terminent leur existence en ayant un parcours de vie, de réflexion, et qui nous transmettent véritablement une sagesse. Parce que ce dont tu témoignes, y compris dans ton livre, qui est finalement un livre extraordinaire, c'est ces personnes que vous accompagnez en fin de vie sont des témoins d'humanité. Pas uniquement réductibles à leur vulnérabilité, mais aussi avec leur force. C'est des gens qui ont une histoire, qui ont participé à notre histoire. On leur est redevable, j'allais dire, d'avoir été membre de la cité, et on doit les reconnaître comme tels jusqu'au terme de leur existence. Donc tu me demandes ce qui m'a engagé finalement à rencontrer les militants des soins palliatifs. Dans les années 80, j'étais en culotte courte, et j'ai rencontré Michel Salamagne, René Sebag-Danoé, Robert Zitoun, tous les pères fondateurs ou les mères fondatrices du mouvement des soins palliatifs qui s'insurgeaient contre une technicité médicale, puisque les années 70, c'est la technique médicale avec la réanimation, et qui s'était aussi insurgé contre la pose aléatoire de cocktail lithique, c'est-à-dire lorsqu'on ne pouvait pas guérir la personne, lorsqu'elle souffrait, en tous les cas on a eu le sentiment qu'elle souffrait, souvent à son insu, on la faisait mourir, et c'était aussi s'insurger contre une euthanasie tapis. Rappelez-vous le père Patrick Versperen sur les pentes de l'euthanasie en 1983 dans cette étude intéressante qu'il avait faite. Donc moi je me situe dans ce domaine et je découvre l'éthique, non pas d'un point de vue spéculatif ou théorique, mais aussi dans les années SIDA. Parce qu'on est aussi dans les années SIDA. Moi, j'étais un militant des années SIDA, puisque j'ai même présidé l'association Arcade SIDA quelques années plus tard. Donc pour moi, les questions d'éthique, c'est des questions politiques. Et au cœur de la question éthique médicale, c'est la personne comme elle est.
dans ses droits et nos obligations à son égard. Et donc j'en viens à la question de la vulnérabilité. J'ai toujours été attentif à ce que nos obligations s'imposent à l'égard d'une personne en situation de vulnérabilité. C'est la question de la justice. Voilà. Et je découvrais dans le mouvement des soins palliatifs qui était en train de se créer avec la SWAP, qui va vers première présidente avec Michel Salaman, des gens qui défendaient nos valeurs, les valeurs de la cité. C'est pas les valeurs du catholicisme, du judaïsme ou de la franc-maçonnerie. C'était des valeurs, les valeurs de chacun, ce à quoi ils étaient attachés, et ce dont ils avaient le sentiment que si on y renonçait, c'était d'une certaine manière admettre une forme de barbarie. Et je dis à titre personnel, quand moi j'enseigne l'éthique médicale, j'ai dit un des grands textes de l'éthique médicale, c'est le code de Nuremberg, hein, après la Shoah. Donc on a vu ce que pouvait être la barbarie, ce que pouvait être l'inconséquence, l'inconscience, les dérives à la fois de la science et de la médecine. Hein. Et c'est là où la question du consentement, c'est là où le respect de la personne, il y a tout un ensemble de textes fondamentaux où une personne n'est pas réductible à l'image que l'on s'en fait. Elle doit être reconnue dans la plénitude de son humanité, dans l'intégrité de son humanité, y compris lorsqu'elle est affectée par des maladies qui l'amputent de sa capacité décisionnelle. Bref, c'est tout le débat qu'on a eu sur M. Vincent Lambert. Et j'en arrive donc à répondre, l'éthique, si elle n'est pas engagée au service de la personne, au service de celles et ceux qui servent la personne au continu, notamment les professionnels, et si elle ne déploie pas, j'allais dire avec conviction et résolution, une capacité de défendre les plus vulnérables, elle n'existe pas. C'est pour ça que j'avais été un peu affecté, pour ne pas dire plus qu'affecté, par l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique, donc le 13 septembre 2022, qui va être le déclencheur de tout ce mouvement dont on parle maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu une certaine forme de validation de la possibilité d'une ouverture de la loi de 2016 à une loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Pour moi, l'éthique, c'est la prudence, c'est la retenue, c'est une approche au cas par cas. C'est une manière aussi de respecter l'intimité d'un certain nombre de circonstances qui ne relèvent pas toutes de la loi. C'est aussi le rapport de confiance et de conscience entre une équipe de soignants et une personne qui a envie de se remettre, j'allais dire, dans la plénitude de ses droits et avec bienveillance à une équipe à laquelle on peut faire confiance. C'est tous ces éléments. Voilà. Et donc pour conclure sur la question que tu as posée, j'aurais honte d'avoir fait d'éthique sans avoir conscience que l'exercice de vigilance, même quand on est considéré quelquefois entier dans ses positions, sans considérer que c'est une urgence, c'est une exigence éthique. Et pour moi, je déplore qu'un certain nombre d'éthiciens ou de prétendus tels sont dans la rhétorique, sont en train de nous faire des commentaires, quand vous, en tant que professionnel, vous êtes sur le front et vous êtes les derniers défenseurs, les derniers remparts de ce à quoi une démocratie est attachée. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais voilà, c'est pour ça que vous m'inspirez énormément et que je suis très très fier d'être dans une société où il y a encore des gens, des personnes qui au quotidien défendent ce à quoi je suis à titre personnel, mais en tant que membre de la cité le plus attaché. C'est même encore plus... Enfin, dans ce que tu dis, moi, ça me fait rebondir sur la question de l'éthique et de la puissance. Je crois que c'est Sylvia Nagasinski qui dit que l'éthique, c'est la retenue de la puissance. Et moi, il me semble qu'au quotidien, c'est ça qu'on fait. On fait une médecine de la retenue de la puissance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Une médecine qui se demande ce qu'il est juste de faire. Et cette réflexion-là n'est possible qu'en équipe et avec des gens extérieurs qui nous aident à réfléchir, des philosophes, des psychanalystes, pour nous aider à penser ça. Comment on se retient du pouvoir qu'on a et comment aussi, alors c'est particulièrement vrai il me semble pour les médecins en soins palliatifs, à aucun moment on peut promettre de guérir. Donc voilà, c'est une médecine qui est d'emblée dans une forme d'impuissance et comment avec les patients on fait ce chemin, comment on redonne aux patients la capacité aussi à décider pour sa vie et comment on l'accompagne sur ce chemin-là. C'est lui qui marche le premier, nous on marche un pas derrière, on marche pas devant, on n'a pas d'idée de là où il doit aller. Par contre, notre travail c'est de l'accompagner là où lui veut aller. Et je trouve que cette question de la retenue de la puissance, elle est vraiment essentielle parce que la relation en particulier médecin-patient, mais la relation soignant-soigné, hein, en général, c'est une relation qui est par nature déséquilibrée et asymétrique. Une personne qui est fragile et vulnérable, et puis une personne à côté qui est debout, qui n'est pas malade, et dont on attend qu'elle sache, ou en tout cas qu'on espère qu'elle sache des choses. Et comment on équilibre ça, comment ce savoir-là est mis au service de la personne pour pouvoir vivre jusqu'au bout. Et ça me semble vraiment important. Et puis un autre, je voudrais pas finir sans avoir au moins un moment dire que je n'utilise jamais
le mot mourant, que je trouve, voilà, quand on est malade et quand on est en fin de vie, on ne devient pas une catégorie particulière, on reste la personne qu'on a été, on continue de vivre sa vie jusqu'au bout, et c'est souvent très vivant parce que précisément quand le temps est compté, il n'y a pas de temps à perdre et que les choses sont intenses, mais en tout cas on ne devient pas quelqu'un d'autre ou une autre catégorie de personnes qui auraient des désirs différents et de la même façon que toute sa vie, malgré les difficultés, malgré les moments où on souffre, on a envie de continuer à vivre le mieux possible, et bien à la fin de sa vie c'est la même chose, on a envie de continuer à vivre sa vie le mieux possible, le plus longtemps possible, on continue d'avoir des désirs de vivant, et ça je pense que c'est vraiment très important quand on est en bonne santé, de ne pas s'imaginer que quand on est en fin de vie on devient autre chose, et je pense que notre travail à nous c'est précisément d'aider les gens à continuer à être ce qu'ils sont, et peut-être même des fois à faire grandir ce qu'ils sont, et pas à les enfermer dans une nouvelle catégorie. Mais c'est là où effectivement les soins palliatifs c'est complètement révolutionnaire de se dire en fait là où dans un service classique effectivement les professionnels ont le savoir, là c'est la personne malade qui sait tout, et on doit justement faire cet exercice en équipe, toujours à plusieurs, parce qu'on se rend bien compte qu'on écoute aussi toujours de manière très différente, de se dire en fait de quoi cette personne-là a besoin, comment est-ce qu'on peut l'accompagner, comment on peut faire mieux. Moi aussi, je trouve qu'au fil des années, même si elles n'ont pas été aussi nombreuses que vous deux, mais je me rends compte qu'effectivement, les personnes qu'on accompagne, c'est des personnes vulnérables et fragiles qu'on se doit de protéger, mais aussi des personnes fortes. Moi, j'ai jamais rencontré de personnes plus courageuses que les patients que j'ai pu accompagner, qui ont une capacité de résilience qui est extraordinaire. Je trouve que ce dont on est témoin tous les jours dans notre métier, c'est aussi de personnes qui tous les jours nous disent, mais quand on m'a annoncé un diagnostic, quand on m'a dit ce qui allait se passer, quand on m'a dit qu'on n'allait plus pouvoir me guérir, je me suis dit que tout ça, je ne pourrais pas le vivre, ce serait impossible, c'est trop difficile pour moi. Et c'est des gens qui nous disent, et finalement, maintenant, je le vis. Et finalement, maintenant, j'y arrive. Ça tient par une capacité, je pense qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes, et que ces personnes arrivent à déployer, puis aussi par les personnes qui sont à côté, leur entourage, les soignants aussi, par le message qu'on porte. Moi, j'ai toujours une phrase qui résonne en moi d'une patiente qu'on accompagnait, Marie, qui avait 46 ans, qui avait une maladie de Charcot et qui nous avait vraiment bien dit, quand on m'a annoncé le diagnostic, je me suis dit que je demanderais l'euthanasie parce que c'est trop difficile, ce qui m'attend, c'est inhumain. Et le jour où où elle s'est dégradée, elle est devenue plus dépendante, elle a eu besoin de personnes pour l'aider à se laver, à s'habiller, vraiment dans les actes de la vie quotidienne. Et elle nous a dit, les aides-soignantes qui se sont occupées de moi, elles m'ont regardée et elles ont porté un regard qui était tel que je me suis dit que ma vie, elle valait encore le coup d'être vécue. Et moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable, et ça m'a toujours beaucoup touchée de me dire que la vie de cette femme, en fait, elle a tenu dans le regard de ces aides-soignantes qui, voilà, hyper simplement, mais en tout cas, je pense avec beaucoup d'humanité, se sont occupées d'elle. C'est super ce que tu dis, mais tu vois, on est vulnérable à l'indécence d'une société qui aujourd'hui ne débat que des conditions de la mort de personnes qui aspirent aussi à vivre. Et le droit à vivre, c'est pas un droit sacré au sens religieux. Chaque citoyen, c'est un droit fondamental, aspire à pouvoir vivre sa vie tel qu'il le souhaite d'une certaine manière. Et je pense qu'on vulnérabilise notre société, et aussi on vulnérabilise les professionnels qui travaillent aujourd'hui dans des conditions souvent très restrictives. Les pratiques sont de plus en plus dégradées et qui défendent malgré tout sur le front une qualité d'accueil, une qualité de vie, une dignité et le droit d'accès à des traitements. Faut voir aujourd'hui le côté provocateur de voir que l'Assemblée nationale, au mois de mai, va consacrer du temps à la mort des personnes, alors que l'urgence, c'est déjà l'accès à des soins dignes pour tous, d'une certaine manière. C'est l'accompagnement à la fois de la personne et de ses proches. C'est-à-dire, elle a envie de vivre en société sa maladie, son handicap. Dans le collectif Démocratie, Éthique et Solidarité, auquel vous nous faites l'honneur de participer, les auditeurs de Cato pourront regarder notre site. Donc on va sortir un ouvrage dans quelques jours qui défend non pas des valeurs au sens transcendant du terme, mais vraiment ce que sont les principes d'une société démocratique. Et on a des grands témoins. Des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, leurs proches, des personnes atteintes de toutes ces maladies, la maladie de Charcot. Donc on se dirait que si on était atteint de ces maladies, probablement qu'on serait les premiers à revendiquer une fin de vie rapide avec euthanasie ou suicide assisté. Mais c'est un mépris pour ce que ces personnes vivent et ce dont elles témoignent. C'est un mépris pour ce qu'elles apportent à la société, à leurs proches. On l'a vu dans une récente conférence qui était organisée pour célébrer la SPAP a organisé une conférence pour célébrer l'anniversaire de la loi Leonetti du 22 avril 2005. Et on a vu ces grands témoins.
on est impressionné, j'allais dire, par ce qu'ils nous disent. Et nos vulnérabilités s'accentuent si on n'est plus dans la capacité de recueillir à la fois ce qu'ils font, ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à nous dire. Et notre société s'appauvrit de cette possibilité de témoignage. C'est pour ça que, je termine sur ce point, les gens des soins palliatifs sont pour moi des grands témoins. Et celles et ceux à qui ils apportent leur audience pour leur permettre de vivre leur vie jusqu'au terme, sans acharnement, sans obstination, dans la douceur, dans le respect et dans une certaine forme de concertation constante. Les soins palliatifs, pour moi, sont les grands témoins de ce qu'une société doit préserver, notamment, et je termine sur ce point, du point de vue de l'autonomie de la personne. Vous savez, on nous parle d'une manière un peu déraisonnable, revendication de l'autonomie. D'abord, on n'est pas autonome, on est interdépendant. On le voit à quel point on est interdépendant. Mais l'autonomie, c'est la liberté de vivre, y compris ce à quoi on ne pensait pas qu'on était digne de le vivre. Et c'est ce dont vous témoignez dans les soins palliatifs, c'est-à-dire les personnes vivent un temps de leur existence, qui est le temps d'un accomplissement, qui est le temps d'une relation, qui est le temps aussi d'une découverte d'eux-mêmes et des autres. S'ils découvrent de nous que la capacité de l'acte qui tue, je pense que c'est un triste signe de ce qu'est une société démocratique. Oui, je trouve que je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur la société qui s'appauvrit dans ce débat-là. Les soins palliatifs, c'est une manière de prendre soin qui est hyper large, qui est complexe, qui prend le temps de la nuance. Et dans ce débat-là, on demande d'être hyper binaire. Enfin, c'est des réflexions qu'on a beaucoup eues sur est-ce qu'on doit donner ce droit, oui ou non ? Est-ce qu'on peut supprimer toute souffrance, oui ou non ? Là où nous, notre métier, c'est toujours de réfléchir pendant longtemps à plusieurs, de se poser 1000 questions, de prendre le temps, même si on peut penser qu'il y a une urgence de vie. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même... On vit de manière très intense, mais en prenant le temps de la réflexion. Et ce débat, il nous l'enlève complètement. Et c'est ça qui est difficile pour nous, les soignants, dans toutes les discussions qu'il y a et dans tout ce qu'on entend dans ce qui se passe au niveau politique. C'est vraiment d'avoir l'impression que c'est quelque chose, un débat qui est complètement désincarné du réel, parce qu'on est dans des choses très binaires, qui est complètement désincarné. C'est aussi pour ça, je pense que on s'est un petit peu investi dans ce débat, Claire encore plus, pour justement essayer de ramener le réel et la complexité de notre métier et ce qu'on vit tous les jours, qui n'est pas du tout ce qu'on entend dans le débat de manière générale. Je crois que c'était vraiment important. C'est ça, que la réalité de l'accompagnement soit dans le débat. Alors, sur ce que vous avez dit, il y a deux choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir. Et la question de l'autonomie, qui est effectivement vraiment, je pense, beaucoup au premier plan des craintes des personnes qui sont en bonne santé et qui se projettent. Or, peut-être on peut penser l'autonomie différemment. C'est-à-dire que je pense que l'autonomie, c'est pas la capacité à faire seul, c'est la capacité à savoir quand est-ce qu'on a besoin des autres. Et c'est ce que tu disais, Emmanuel, sur l'interdépendance. En fait, il y a plein de choses dans nos vies à tous les moments où on n'est pas autonome. On a besoin des autres, et savoir à quel moment on a besoin des autres, c'est ça qui permet d'être autonome, c'est-à-dire demander de l'aide quand on en a besoin. Et puis il y a un deuxième, je voudrais pas non plus qu'on finisse sans avoir évoqué la question des proches et des aidants. Alors je travaille en milieu rural dans un département très pauvre, la ville où je travaille, le revenu moyen est de 858 €, donc c'est une ville pauvre, et malgré tout ce que j'entends toujours dans les médias, les gens meurent seuls, ils sont seuls, on vit seul, c'est absolument pas ce que je vis depuis 25 ans. Ses proches, les aidants, ils sont là. Je suis impressionnée comment des familles, même parfois déchirées, des familles qui ont eu une histoire de vie un peu fracassée, comment ils sont là, comment les gens sont prêts à bouleverser leur quotidien pour accompagner, comment ils sont prêts à donner leur vie. Hier, j'ai discuté un long moment avec une dame qui accompagnait sa maman qui va mourir, et la maman avait plus de 80 ans, la dame n'était pas toute jeune non plus, et elle parlait de sa mère avec des mots incroyables. Enfin, elle était là, elle était présente dans cet accompagnement, et je trouve que c'est quand même ça qu'on vit au quotidien, et je trouve que ça rend très optimiste sur la vie, la société, quand on la regarde d'en bas, je pourrais dire. Et du coup, je trouve que c'est important aussi de transmettre ce message-là. C'est pas vrai, en tout cas dans ce que je vis, c'est pas vrai que les gens meurent seuls, c'est pas vrai qu'ils vivent seuls. Les bénévoles sont hyper mobilisés. Enfin, je trouve qu'il y a plein de solidarité dans notre société qui demande qu'à trouver un chemin pour s'exprimer. Et il me semble que le débat public qu'on a, le débat politique, c'est comment on trouve un chemin pour montrer à tous qu'on peut être là à leur côté.
Merci beaucoup. On va marquer une deuxième petite pause musicale avec une chanson Tant qu'il y a de la vie qui a été composée et interprétée par l'association Épilogue. Et cette chanson, enfin le clip a été tourné dans un service de soins palliatifs. Donc Claire, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Alors en fait, l'association Épilogue, c'est l'association des soignants du service de soins palliatifs de Puteaux, de l'hôpital Rive-de-Seine à Puteaux. Et donc ensemble, ils ont décidé d'écrire une chanson et de la mettre en musique avec l'aide d'un compositeur. Et je trouve, voilà, c'est ces projets d'équipe, des projets un peu décalés, qu'on pourrait imaginer un peu fous. Et c'est vraiment ça. Ça montre aussi ce que c'est une équipe de soins, une équipe qui prend soin. Alors c'est vrai en soins palliatifs, mais c'est vrai aussi dans les EHPAD où des soignants ensemble sont capables, parce qu'ils sont ensemble, de réaliser des choses inattendues et parfois incroyables. Merci beaucoup. On écoute donc Tant qu'il y a la vie de l'association Épilogue et on se retrouve juste après sur KTO Radio. À tout de suite. Une fois de plus, je me confie à vous. Mais cette fois-ci, je ne suis plus dans le service. Cette fois-ci, c'est pour témoigner et dire à tout le monde que j'ai rarement vu une telle humanité, une telle délicatesse, un tel dévouement, avant que la mort ne m'emporte. Cette équipe, ce service, c'est la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. On ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Ça faisait longtemps que j'étais pas bien, pas vraiment serein. Pour ta maladie, on ne peut plus rien, mais on peut te faire du bien. Je suis arrivée dans ce service débutatif, appelé soins palliatifs. Bonjour, puis-je faire connaissance avec vous, sans jugement ni tabou? C'est une écoute pour que je puisse parler, c'est une épaule pour m'apaiser. Un concentré de vie, c'est différent ici, et pour mes proches aussi. C'est une main pour m'assurer, c'est un trésor d'humanité. Les plaisirs de la vie, atelier pâtisserie, je sens chez moi ici. On parle de tout, on parle de rien, mais les petits riens font tout. Ils sont présents pour tous les soins, ils sont présents, c'est tout. Ils me parlent quand moi-même je ne trouve plus les mots. Et quand les mots me trouvent, ils prennent le temps, ils prennent soin, ils s'y prennent bien. Ils me prennent comme je viens. C'est une écoute pour que je puisse parler. C'est une épaule pour m'apaiser. Un concentré de vie, c'est différent ici, et pour mes proches aussi. C'est une main pour m'assurer, c'est un trésor d'humanité. Les plaisirs de la vie, atelier pâtisserie, je me sens chez moi ici. Qu'on soit chez soi ou dans le service, que ce soit la fin ou ses prémices, il y aura toujours ce lien tellement humain, aujourd'hui et demain. C'est une écoute pour que je C'est puisse une parler, écoute pour que je puisse parler. c'est une épaule pour C'est une épaule pour m'apaiser. m'apaiser. Un concentré de vie, c'est différent ici, et pour mes proches aussi. Merci pour votre témoignage. Si nous avons été une écoute pour parler, vous étiez une âme pour nous inspirer. Vous restez dans nos mémoires. Nous restons là pour vos proches et pour tous les patients qui en auront besoin.
Et nous voilà de retour dans Carte Blanche sur KTO Radio avec aujourd'hui Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs à Narbonne et également présidente de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui est venue aujourd'hui, ce matin, avec Emmanuel Hirsch, professeur des universités en éthique médicale, et Jeanne Amourou, infirmière en soins palliatifs à l'unité Jeanne Garnier. Alors Claire, pour cette dernière partie de l'émission, on a déjà entendu beaucoup de choses passionnantes et très belle. Quel est votre choix pour terminer et conclure? Alors je pense qu'on a beaucoup parlé du réel de l'accompagnement et je pense que c'était l'essentiel et le plus important de ce qui se passe auprès des patients, de ce qui peut se vivre et de comment ça se pense, comment c'est important pour qu'une société vive, comment elle pense ce rapport à la fragilité, à la maladie, à la vulnérabilité. Mais il me semble qu'on est aussi plongé en ce moment et précisément en ce moment dans un débat politique et donc voilà, quelle place nous qui sommes des soignants. Alors Emmanuel, je te mets dans les soignants parce que il me semble que tu es aussi un soignant de la société. Et donc voilà, nous qui avons envie de prendre soin de la société, comment on vit ce rapport à un monde politique. Alors peut-être Emmanuel, tu le connaissais mieux. Pour moi, c'était une découverte. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Et voilà, c'est un monde... alors, ce que je pourrais dire que j'ai trouvé positif dans ce parcours-là, c'est de rencontrer des personnes, là aussi. Donc parfois, on a des images ou des représentations et de découvrir des personnes avec leur histoire, avec leurs difficultés, les rencontres qu'elles ont faites. Mais voilà, un monde qui a parfois aussi du mal à... En tout cas, qui a besoin qu'on lui rappelle qu'on travaille pour des gens et pas seulement pour des idées ou pas seulement à Paris dans un petit périmètre, mais aussi pour des gens qui sont parfois éloignés et dont on a besoin de se rappeler les priorités et les besoins. Dans le journal de la fin de vie, le livre de Claire, qu'on a lu vraiment avec passion, il y a effectivement un tableau assez, j'allais dire, significatif de ce qu'est l'espace politique lorsqu'il devient politicien et lorsque on a le sentiment d'avoir des personnes qui n'écoutent pas, mais qui cherchent à respecter un certain nombre d'engagements qu'ils ont le sentiment de devoir tenir vis-à-vis d'une population abstraite, hein, parce que tout à l'heure Jeanne disait que le concret, l'humain qu'on redécouvre au quotidien n'a rien à voir avec les statistiques et les sondages et les prises d'opinion dans des tribunes. Et je dirais que moi, ce qui me paraît très très intéressant, c'est de dire qu'on attend mieux et autrement de nos politiques aujourd'hui. Quand tu dis je suis philosophe, moi je suis sur le terrain. Je travaille pour un grand groupe, EMEIS, et je vais jour et nuit, j'allais dire, dans des établissements où je vois la vraie vie, d'une certaine manière. Et je pense que nos politiques commencent à se rendre compte que l'éthique d'en bas, la politique d'en bas, elle est beaucoup mieux reçue, mieux perçue, plus légitime que l'éthique Salonard et l'éthique des dorures de la République. On a besoin de gens engagés, des gens honnêtes et sincères. C'est pour ça que je répondrai juste sur un point. On nous distille de la défiance à l'égard de gens en qui on doit faire confiance, notamment les professionnels. Ce qui m'a scandalisé, c'est qu'un certain nombre de prises de position, avec la Convention citoyenne, avec tous les débats sur la fin de vie, disent les professionnels, les soignants veulent préserver leur pouvoir. D'accord ? Alors que celles et ceux que je rencontre au quotidien sont dans une exigence de devoir, de sollicitude, de bienfaisance, de bienveillance. Ils sont dans une éthique du soin qui n'a rien à voir avec l'excès et avec l'obstination. D'accord ? Et donc, je pense que ce dont on a besoin vraiment de réhabiliter, c'est le rapport de confiance, une certaine forme d'intégrité, d'honnêteté. Et quand j'entends le propos d'un certain nombre de politiques ou de militants associatifs, c'est plus de la politique, c'est plus le respect du bien commun, le sens de nos responsabilités, notamment vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. C'est, nous sommes avec un objectif idéologique, c'est qu'il faut coûte que coûte qu'on aille plus loin, et j'allais dire au-delà de ce qu'avec prudence on avait construit depuis 1999, depuis la première loi sur les soins palliatifs. Il ne faut pas oublier qu'on rentre dans une 5e approche législative. Et l'approche législative, c'est toutes les prudences qu'on avait mises en place, tout ce à quoi on avait été attaché, il faut y renoncer. Moi, je ne suis pas prêt à y renoncer, et je ne me reconnais pas dans l'outrance, la démesure,
l'hubris de certains politiciens aujourd'hui qui veulent défendre une proposition de loi dont on sait qu'elle ne sera pas encadrable, qu'elle ne sera pas justifiable, j'allais dire qu'il n'y aura pas de limite. Et pour moi, c'est le bouleversement de beaucoup de repères et ça va attiser la défiance des gens les plus vulnérables à l'égard d'une société. Et donc, mon engagement éthique, c'est un engagement politique, c'est pas un engagement militant. On est dans la patrie des droits de l'homme, des droits de la personne. On a cultivé un certain type, j'allais dire, de principes et de valeurs qui nous sont indispensables, essentiels, d'autant plus dans un monde de violence et où la barbarie est à la porte de la France. Et je dis, j'arrive pas à comprendre cette, comment dirais-je, le terme serait excessif. Mais cette indolence, cette passivité ou cette espèce de forme de renoncement des politiques à comprendre ce dont il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour moi de militer pour ou contre l'euthanasie, mais de militer pour la personne qui attend de nous une réponse de sollicitude, de bienveillance, de fraternité, qui ne sera jamais compatible avec le don de la mort. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Claire. Moi qui suis, pareil, très inconnue du milieu politique, j'ai quand même été frappée de voir vraiment des personnes qui ont beaucoup d'engagement, qui mettent vraiment la personne humaine au cœur de leur pensée, et surtout qui ont un vrai courage politique. Notamment, on a été, je pense, tous beaucoup marqués par Pierre Dharréville, un député communiste, qui, moi, m'a fait découvrir ce qu'était vraiment le courage politique. Et aussi rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ce soit quand même un débat qui est très désincarné de nous, ce qu'on vit tous les jours. Voilà, on veut, la loi sur l'euthanasie qu'on veut nous faire passer, elle est complètement désincarnée dans le sens où aujourd'hui les soins palliatifs sont absolument pas bien répartis sur le territoire. Et c'est ce qui nous fait peur d'ailleurs, c'est de se dire qu'il y a des personnes pour qui demain ça serait plus facile d'accéder à une euthanasie plutôt qu'il y a des soins palliatifs. Voilà, et c'est ça qui nous semble complètement inégal et surtout pas du tout fraternel, pour rebondir sur ce que tu disais, Emmanuel. Je pense que c'est important à la fois ce que tu dis sur les politiques, qu'on peut pas tous mettre. Enfin, je trouve très frappant. Et il me semble, moi, je vois vraiment deux grandes attitudes. Il y a des personnes politiques, quand on les rencontre, qui veulent d'abord nous expliquer la vie, et puis d'autres qui vont poser des questions, qui vont essayer de comprendre, qui vont essayer et qui vont parfois aller très loin dans cette écoute et ce questionnement. Et on voit vraiment deux attitudes différentes. Ceux qui apportent un projet étouffé et qui veulent à tout prix faire accepter à nous, dans ce cas-là, mais j'imagine à la société, ceux qui pensent bon pour elle, et puis ceux qui vont être dans l'écoute pour essayer de comprendre les besoins. Et je trouve que voilà, heureusement, on a quand même aussi des très belles rencontres, même si c'est parfois difficile. Je pense que voilà, on arrive en tout cas à une première étape avec les débats qui devraient avoir lieu au mois de mai, une nouvelle étape de ce débat-là, dans laquelle les soignants au sens large ont essayé de faire entendre une voix. Alors je dirais les soignants des personnes, et puis peut-être aussi que ça nous a fait réfléchir avec d'autres très différents de nous, qui soignent aussi le monde, la planète, voilà, avec l'idée que prendre soin des gens, prendre soin de la terre, c'est important. Enfin voilà, cette civilisation du soin, nous les soignants, alors quand je dis nous là, c'est vraiment plus largement que les soignants de soins palliatifs, hein. On a travaillé autour de ces questions-là avec l'ensemble des disciplines et des métiers du soin qui sont concernés par cette question de la fin de vie, la gériatrie, les infirmiers, les aides-soignants, la cancérologie, la pneumologie, la néphrologie. Enfin voilà, on est nombreux à être concernés au quotidien par ces questions de fin de vie. On a réfléchi ensemble, on a construit ensemble, on a dit ensemble que pour nous, donner la mort ne pouvait pas être un soin, ne pouvait pas rentrer dans le champ du soin, sauf à transformer complètement ce que c'est qu'un soin. Un soin, c'est tout ce qui va préserver ou améliorer la santé, ce qui à aucun moment ne peut être le cas de l'euthanasie. Et donc, moi, j'aurais vraiment un appel à envoyer à ce monde politique. Prenez soin de nous, pour qu'on puisse prendre soin de chacun de nos concitoyens malades. Il faut prendre soin de nous aussi. On a besoin, quand on est confronté à la souffrance, ça revient peut-être un petit peu à ce qu'on disait au début, de pouvoir à un moment, quand la souffrance nous pousse en arrière, et parfois on a l'impression qu'elle va nous submerger, de pouvoir à un moment s'appuyer sur la
loi qui est une parole collective, qui est une parole, la parole de ce que notre société nous dit et qui nous tient, qui est un rempart pour nous. Et si ce rempart disparaît, faire face à la souffrance et à la mort devient beaucoup plus difficile. Donc on a besoin de chacun des politiques, on a besoin aussi, je pense, de chacun de ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas, prenez la parole de la même façon que nous, on a pris la parole pour dire ce qui était important pour nous. N'hésitez pas à prendre la parole, à écrire à vos députés. Il ne faut pas avoir peur. Mais enfin, je pense que c'est ça aussi qu'on constate. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, quoi qu'on développe, quoi qu'on argumente, ce n'est pas audible. Pour ça, Jeanne, elle parlait du courage des politiques. Moi, je dirais de la dignité des politiques. Alors, quand on voit la scène politique aujourd'hui, on peut s'inquiéter effectivement sur la prise en compte réelle des enjeux. C'est-à-dire, ce dont on parle, c'est vraiment pas la priorité. L'urgence, c'est de légiférer par rapport à des engagements politiques ou politiciens qui ont été pris par le président de la République et d'un certain nombre d'acteurs de la vie publique. On a un Premier ministre qui a honoré la dimension politique en distinguant déjà une loi sur les soins palliatifs d'une loi sur l'euthanasie. Alors que s'il n'y avait pas eu la prise de position du Premier ministre, on aurait une loi qui confond accompagnement et mise à mort de la personne. C'est en ces termes. Donc c'est pour dire l'effroi qu'on peut ressentir, non pas pour soi individuellement, mais nous collectivement. C'est-à-dire, qu'en est-il du politique ? Le politique, c'est pas uniquement les personnalités politiques. On fait partie du politique, on est des citoyens. Sur le terrain des soins palliatifs, sur le milieu associatif, le milieu des professionnels, on défend une certaine image, une certaine idée de l'éthique politique et des valeurs auxquelles on est attaché. Et mon sentiment, c'est que progressivement, on cherche à abraser ce qui nous est le plus précieux, à abraser nos essentiels. C'est pour ça que les soins palliatifs, c'est l'essentiel. Et pour moi, c'est pas alternative soins palliatifs ou euthanasie. C'est relation à une personne digne, qu'elle nous fasse confiance d'une certaine manière, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve. Et on a encore plus d'obligations vis-à-vis d'une personne vulnérable qu'on a vis-à-vis de toute personne. C'est ça le vrai point important. Et c'est pour ça que ça reste important pour moi. C'est pas qu'une question de soignants, c'est nous qui sommes en première ligne, mais c'est pas seulement une question de soignants, c'est vraiment une question de nous tous. Et donc, je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est important aussi de pouvoir dire qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qui est important pour nous, de le dire haut et fort, parce qu'on sait aussi que beaucoup d'hommes politiques sont indécis, sentent quand même que c'est compliqué, et que voilà, ils ont besoin d'entendre que c'est pas seulement quelques soignants dans un coin qui prennent la parole, mais que voilà, prendre soin les uns des autres. Être dans une société où on prend soin l'un de l'autre, il me semble en tout cas que c'est un projet fort qui peut nous réunir alors qu'on est dans une période de grande division et de grande fracturation, et je trouve que tout ce qui peut nous rassembler et ce regard porté sur les plus fragiles, c'est une occasion magnifique pour nous de faire société ensemble, de se réunir ensemble et de dire haut et fort qu'il y a des choses qui comptent, des choses qui sont importantes et qu'on peut les porter à plusieurs parce qu'ensemble on est plus fort et on va plus loin. Merci beaucoup Claire Fourcade d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir fait appel à Emmanuel Hirsch, à Jeanne Amouroux et d'avoir échangé, dialogué, de nous avoir expliqué plein de choses aussi, puisque voilà, on connaît pas aussi bien que vous les termes en fait. Les termes vous avez remarqué débat, quand même dans notre discussion qu'on est très hésitant sur un certain nombre de points. On est dans l'humilité, on est dans le questionnement. On n'a pas de réponse toute faite. Et quand Jeanne disait que les soins palliatifs, c'est l'essentiel, c'est les questionnements, c'est l'interrogation, le partage de l'information, je pense que cet ensemble, c'est aussi la force du questionnement. Il n'y a pas de réponse à tout. Et je crois qu'il faut aussi rester dans cette humilité. Et je rappelle donc le livre de Claire Fourcade, Journal de la fin de vie, qui est paru chez Fayard en janvier. Donc il y a un récit au quotidien, c'est ça, sur votre travail de médecin dans un service de soins palliatifs. Et puis de présidente de l'ASFAP, c'est-à-dire c'est la confrontation entre deux mondes, le monde quotidien du soin et puis le monde politique et l'écart parfois qu'il y a entre ces deux mondes. Passionnant. Et également le futur livre, je crois qu'il n'est pas encore sorti, du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité, Fin de la vie, fin au pluriel, les devoirs d'une démocratie, que vous avez coordonné. On pourrait lire différentes interventions, dont celle de Claire Fourcade. Ça va être un livre d'une extrême richesse, avec beaucoup de contributions très variées de gens extrêmement différents, et je pense que c'est un ouvrage qui permettra à tous ceux qui ont envie de penser ces questions-là, de trouver de la matière à réfléchir. Merci encore à tous les trois. On va vous laisser retourner vers vos passions, vos engagements. Et merci pour ce temps que vous nous avez consacré sur KTO Radio. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle carte blanche. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.
conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche.